De manière générale, le mot tantra, inévitablement, amène à penser à la sexualité. Est-ce que cette relation a une raison d'être? Elle a une raison d'être par rapport à ce que les gens appellent tantra, en fait, qui est une invention californienne des années 60 qui a été validée par un gourou indien. Elle a aucune raison d'être profondément si on se réfère à la tradition cachemirienne, si ce n'est que la sexualité est complètement intégrée à la vision cachemirienne du monde. Mais pour nous, la sexualité, c'est quelque chose de cosmique. C'est la relation d'un être humain qui perd ses limites avec la totalité. C'est ce qu'on appelle la sexualité. Ça n'a rien à voir avec les exercices pauvrement génitaux que font les yuppies tantriques, comme je les appelle. C'est pas en se trouvant le point G avec des gants chirurgicaux et un pot de gel qu'on va atteindre l'illumination. Alors, si on comprend ça, on comprend que une sexualité riche, c'est d'abord une ouverture à la totalité, c'est un lien avec la totalité, c'est comme un éventail qu'on aurait dans le cœur et qui est ouvert complètement sur la réalité. Alors que le réflexe de la plupart des êtres humains, c'est de mettre la partie ouverte de l'éventail dans le cœur et de sortir un petit filet d'amour qui se dirige vers un seul être, euh, donc problématique. Alors c'est très clair, hein, Bhinavagupta en parle tout le temps. C'est d'abord un lien avec la totalité, et ensuite, bien sûr, ça va créer une sexualité vaste, originale, qui touche toute chose. Si on n'a pas un rapport sexuel avec sa tasse de café, avec le ciel, avec un immeuble qui est dans sa rue, ça va être difficile d'avoir un rapport sexuel avec un être humain. Tu as, tu as eu, dans le bouquin, tu expliques ton expérience avec Lalita, qui était une yogini de l'Himalaya. Est-ce que tu pourrais nous dire un peu, en un mot, euh, la fonction principale qu'elle a eue avec toi? On pourrait dire que la fonction principale, c'était une fonction destructrice de l'être artificiel. C'est ce qui était très difficile avec elle et en même temps merveilleux, c'est que les premières semaines, c'était une sorte d'attaque constante de, du comportement, de l'incapacité à être authentique, à être spontané, à être direct, à plus, plus avoir peur. Donc, quand quelqu'un attaque ça, il attaque toutes les valeurs fondamentales et aussi toutes les illusions que tu as pu forger au cours de ton existence. Même à 30 ans, j'avais 30 ans quand j'étais avec Lalita, on en a déjà beaucoup. Donc tu as l'impression, j'avais pas l'impression qu'elle m'enseignait quelque chose, j'avais l'impression qu'elle enlevait tout le superflu à coups de machette ou à coups de coupe-tête caliesque. C'était une sorte d'incarnation de Kali. Euh, Tout ça aussi avec un amour hallucinant, une douceur hallucinante. Donc c'était en fait les contrastes qui étaient impossibles à gérer. Ça pouvait passer de quelque chose qui était limite violent, voire parfois extrêmement violent, à quelque chose qui était d'une tendresse, d'une douceur hallucinante. Donc entre les deux, l'explosion est certaine. C'était jamais théorique, c'était jamais philosophique. C'était toujours le retour aux questions les plus simples. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas agir avec spontanéité et authenticité? Pourquoi est-ce qu'on fabrique un être social qu'on présente aux autres comme étant la vérité, alors qu'en fait c'est qu'une
succession de masques. Et c'est ça qui était dur et magnifique. Je pense que si j'avais pas passé 7 ans avec Kalu Rinpoche avant, j'aurais pas pu supporter. C'était trop extrême comme méthode. Mais bon, après les premières semaines qui sont terribles, c'est magnifique. Et puis aussi, il y a quelque chose qui est très fort, c'est que tu as l'impression que pour les tantriques en Inde, il n'y a vraiment aucune limite. Ça peut aller jusqu'à être tué. J'ai l'impression parfois qu'elle aurait pu me tuer sans aucun état d'âme. Et ça fait peur, mais ça fait du bien. De voir que quelqu'un considère ta propre mort comme un événement tout à fait négligeable dans le fonctionnement du cosmos, ça fait du bien. Et évidemment, elle jouait avec ça, elle jouait avec la peur fondamentale, mais elle jouait juste, elle avait une perception très fine de la limite. Elle allait jusqu'à la limite et parfois, on pourrait dire, 1 centimètre plus loin, histoire de repousser la limite. Donc c'était ça la merveille. Elle me disait tout le temps, ce que je vois là, c'est pas l'homme nu, je veux voir l'homme nu. Qu'est-ce qu'il y a derrière toutes ces apparences? Et ça, c'est le choc de ta vie quand il y a cette nudité. Ce que tu dis, c'est vachement différent de ce qu'on entend du tantra et de ce qu'on voit aujourd'hui. Ça a l'air d'être Ce qu'on entend du tantra, c'est quelque chose de totalement absurde. C'est américain, ça n'a rien à voir avec la culture de l'Inde. C'est un mélange, c'est le début du New Age. Ce qu'on appelle le tantra, c'est un grand courant New Age en fait, où tout est mélangé. Tu sais, tu fais des jus, moi aussi. Tu sais comme moi que si tu mets 15 trucs dans un jus, bah, c'est pas bon. Il faut mettre quelques ingrédients, 3. Hein. Et là, ça commence à avoir une vraie saveur. C'est un peu comme si tu prends une palette hein, de peintre. Tous ceux qui ont fait de la peinture se sont dit un jour, si je mélange toutes les couleurs, ça va être peut-être superbe. Alors tu mélanges les couleurs et c'est horrible. Une sorte de vert brun qui sort, qui est absolument inutilisable, c'est épouvantable. Donc, ce qu'on appelle le néo-tantra, c'est ça, c'est un mélange épouvantable de couleurs qui finissent par faire un truc qui n'a strictement aucun rapport avec la tradition tantrique, c'est même l'opposé, ça aurait dû s'appeler, je sais pas moi, autrement. Pourquoi avoir mis le mot tantra là-dessus? C'est inexplicable. Alors, la sexualité, c'est quelque chose qui arrive après les expériences d'union avec la totalité. Il n'y a pas du tout cette idée qu'à travers la sexualité, on va atteindre l'illumination. C'est en fait le contraire. Pendant des années, tu pratiques le yoga, tu danses, tu fais des visualisations, tu t'ouvres, tu communiques avec l'espace. Et là, peut-être, hein, il peut y avoir une transmission de quelque chose de sexuel, mais c'est un niveau presque impossible en fait. C'est ça qui est merveilleux. Donc tous les articles qu'on lit sur le tantra au printemps, quand nos cellules s'éveillent, sont des amoncellements de conneries sans fin. Et c'est toujours la même chose en plus. Si encore il y avait des différences, ce serait formidable. C'est toujours la même histoire. Pas très créatif.